Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo EBP. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Linda sur un sujet d'actualité très important, complètement méconnu des professionnels de santé, devant lequel on se retrouve souvent démunis. On ne sait pas exactement ce que c'est, on ne sait pas comment les identifier, on ne sait pas comment référer. Donc, merci Linda aujourd'hui d'intervenir sur les violences. On va découper cette vidéo en deux parties. Cette première partie-là va être vraiment sur les définitions. Donc, Linda va vraiment nous expliquer qu'est-ce que c'est, comment les identifier. Puis, dans une seconde vidéo, on aura les solutions pour voir comment référer, quand référer, etc. Donc, merci beaucoup Linda pour ton intervention aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à notre audience pour savoir exactement, parce que tu n'es pas kiné de formation, Non. mais justement, tu as été intervenante sociale dans un commissariat et en gendarmerie. Donc, je voulais, voilà, merci déjà pour ton temps. Et puis, voilà, présente-toi. Et puis après, on attaque la présentation si tu veux bien. Ça marche. Donc, bonjour. Donc, moi, je suis travailleuse sociale, je suis pas kiné. J'ai travaillé plusieurs années en psychiatrie. J'ai travaillé avec le SAMU social, donc les hébergements d'urgence du 115. J'ai travaillé en maison d'enfants à caractère social, donc ça c'est pour les enfants qui ont une mesure de placement. Et puis, j'ai travaillé pendant 7 ans en tant qu'intervenante sociale en commissariat et gendarmerie. Et en fait, dans le cadre de ces missions, je me suis rendu compte au fur et à mesure que malheureusement, il y avait beaucoup de professionnels qui n'étaient pas formés ou en tout cas pas sensibilisés à la question des violences intrafamiliales et ça pouvait parfois poser des problèmes. Donc c'est pour ça que quand tu as proposé de faire cette intervention, j'étais très contente. Et je te remercie. Merci à toi. Bah, chouette. Et bah, allez, on peut commencer. Je te laisse partager ton écran parce que Linda vous a préparé une super présentation là avec voilà, tout écrit, des supports. Donc, voilà, pour vous y référer. Donc, voilà, Linda, c'est à toi. Donc là, on voit bien, c'est bon. Ouais, ouais, c'est tout bon. Allez, c'est parti. Alors, comme tu disais, Flavio, on va commencer par parler des violences conjugales, on va identifier un petit peu ce que c'est, et petit à petit, on va comprendre dans cette première partie les mécanismes de cette violence. Alors, d'abord, on va expliquer un peu ce que sont les violences conjugales. Donc, là, donc la violence conjugale, donc c'est une violence qui s'exerce au sein du couple. C'est également un processus évolutif au cours duquel un partenaire, c'est souvent un homme, exerce dans le cadre de sa relation privilégiée une emprise qui peut s'exprimer par des agressions physiques et ou psychologiques et ou sexuelles. Alors, très souvent dans cette intervention, je vais dire il, l'auteur, et elle, la victime. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des victimes femmes et des auteurs hommes. C'est simplement qu'on dit une victime et un auteur. Enfin, en tout cas, c'est plus par rapport à la langue française qu'à ce qu'il y a derrière. Donc évidemment, il y a des hommes victimes, il y a des femmes auteurs, mais majoritairement, ça reste quand même la femme victime et l'homme auteur. Alors, dans le cadre de mission, toujours, lorsque j'étais sollicitée donc, par les forces de l'ordre ou alors par d'autres travailleurs sociaux ou des professionnels de santé, ça pouvait être un peu tout le monde, souvent les gens me disaient il y a eu une dispute dans le couple et monsieur a giflé madame. Sauf qu'une dispute, on n'a pas besoin de se gifler quand on se dispute, parce qu'une dispute, c'est complètement normal. Du coup, je trouvais important de faire la différence entre ce qui est un conflit et ce qui est une violence, puisque du coup, c'est pas du tout pareil. Alors, qu'est-ce qu'un conflit? Alors, un conflit, c'est un débat. Donc, personne n'a peur de personne. Je sais que je peux m'exprimer librement, j'ai pas peur des représailles. On est sur un même pied d'égalité. Ce qui est important à dire dans le conflit, c'est que le conflit, c'est légal. On a le droit de se disputer. C'est même normal. D'accord? Ensuite, la violence. Donc, la violence, on n'est plus du tout sur un même pied d'égalité. Il y a un dominant, l'auteur, et un dominé, la victime. Donc, pour asseoir sa domination, l'auteur va utiliser plusieurs stratégies. Ça va être la violence verbale ou psychologique. Ça peut être aussi la violence physique et la violence sexuelle. Donc maintenant, on va expliquer un petit peu les différents types de violences. On va commencer par les violences psychologiques et verbales, parce qu'en fait, dans les violences conjugales, l'auteur va pas tout de suite laisser des traces à la victime. Il ne va pas tout de suite lui casser les dents, il ne va pas tout de suite lui casser un bras. Il va commencer par euh, exercer des violences psychologiques. Alors les violences psychologiques, elles peuvent ne pas se voir. C'est-à-dire que, par exemple, il peut utiliser l'humour.
Ah bah dis donc, t'as vu comme t'es grosse en ce moment? Ah, ah, mais non, je rigole. Une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, quand il voit que ça fait mal et qu'il continue, on n'est plus du tout sur de l'humour. On a un objectif qui est de faire mal. D'accord? Et donc, les violences, en fait, elles montent petit à petit. Elles commencent par des violences psychologiques. Ensuite, ça passe aux violences verbales, violences physiques sans trace, violences physiques avec trace. Alors, il y a aussi les violences sexuelles, mais les violences sexuelles, en fait, elles peuvent arriver un peu n'importe quand. C'est pour ça que je ne veux pas les mettre dans mon escalier, puisqu'elles peuvent arriver n'importe quand. Alors, on va commencer donc par expliquer ce que c'est que la violence psychologique et la violence verbale. Donc, la première chose à savoir, c'est que c'est interdit par la loi. C'est un fait délictuel. Donc, la violence psychologique ou verbale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est toute action qui porte atteinte ou qui essaye de porter atteinte à l'intégrité psychique ou morale d'une personne. Alors, ça va être le fait de critiquer, de rabaisser, de contrôler le temps, d'insulter, de faire du chantage, se moquer. Euh, j'ai également ajouté les violences administratives et économiques. Alors, les violences administratives, ça va être je prends ta carte d'identité parce que je sais que sans ta carte d'identité, tu ne peux pas renouveler ton titre de séjour et donc bah, tu es coincé. Ça va être voler la carte bleue ou prendre les moyens de paiement de la victime, puisque bah, du coup, elle se retrouve dépendante bah, de son mari. Il faut savoir aussi que, alors normalement, la loi dit il n'y a pas de vol entre époux. Tu sais, quand tu te maries et que tu n'as pas de contrat de mariage, tout ce qui est à toi est à moi, et donc il n'y a pas de vol entre époux. Par contre, pour tout ce qui concerne le vol de carte bleue et le vol de documents d'identité, là par contre, c'est caractérisé comme un vol, même si tu es marié. Donc c'est vraiment important de le savoir parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas déposer plainte parce que le mari leur a volé la carte d'identité ou le mari leur a volé la carte bleue, alors qu'en fait, on peut le faire puisque c'est un délit, même si on est marié. Ensuite, alors on a les violences physiques. Les violences physiques, donc toujours pareil, c'est un fait délictuel. Les violences physiques, c'est les violences les plus faciles à reconnaître, puisqu'évidemment, bah, ça laisse des traces, d'accord? Sauf qu'en fait, toutes les violences physiques ne laissent pas de traces. La gifle ne laisse pas de traces, tirer les cheveux ne laisse pas de traces, pincer peut ne pas laisser de traces, etc., etc. Donc, qu'est-ce que les violences physiques? La violence physique, c'est toute atteinte, toute action, pardon, qui porte atteinte à l'intégrité physique de l'autre, d'accord? Donc, comme on l'a dit, il y a pousser, il y a gifler, il y a mordre, tirer les cheveux, donner des coups de pied, des coups de poing, etc., etc. Et donc, comme je te disais, donc c'est important de bien faire la différence entre les violences physiques avec et les violences physiques sans traces. En fait, on se fiche de savoir si ça laisse des traces. À partir du moment où il y a un contact physique, c'est de la violence physique. Ensuite, les violences sexuelles. Donc, les violences sexuelles, c'est soit un fait délictuel, soit un fait criminel. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? euh, Les faits délictuels, c'est tout ce qui est agression sexuelle. L'agression sexuelle, c'est une atteinte sexuelle sans pénétration sur une personne qui n'est pas consentante, comme par exemple des attouchements, ou embrasser sans consentement. D'accord? Et ensuite, on a le viol, qui par contre, là, est un fait criminel. Donc, le viol, c'est toute pénétration donc sexuelle commise avec violence, contrainte, surprise ou menace. La fellation, donc après, il y a différents exemples. Alors, la fellation, qu'elle soit subie ou pratiquée, tout acte de pénétration, anal, vaginal, digital ou avec des objets. Donc, tout ça, ça rentre dans le cadre du viol. Donc la définition du viol, des violences sexuelles ou sexuées, donc en fait ça correspond au fait d'imposer son désir sexuel à un partenaire. Donc la victime subit le désir de l'autre, enfin, le désir qui n'est pas le sien et qui donc réfère à la domination et à la sexualité de l'autre. Le plus compliqué, j'ai envie de dire, sur les violences sexuelles, enfin, le viol, et notamment il y a une notion qui s'appelle le viol conjugal. Et en fait, donc comme on l'a dit là, en fait, ce qui est vraiment important dans les violences sexuelles, c'est le consentement. J'ai envie ou j'ai pas envie. Et ce qui est important, c'est que l'auteur sache que sa victime n'a pas envie. Ça veut dire que la victime, à un moment, elle verbalise, soit elle le dit, soit physiquement, ça se voit vraiment, c'est-à-dire qu'elle pleure ou elle crie. Bref, il faut que l'auteur ait compris que sa victime ne voulait pas avoir de rapport sexuel. Et à partir de là, il y a viol ou attouchement, agression sexuelle. Souvent, dans le cadre des mariages, les victimes me disaient, par exemple,
ben en fait, il voulait avoir un rapport sexuel. Moi, je voulais pas. Donc, je lui disais que j'avais pas envie, et puis je tournais le dos, et puis voilà. Sauf qu'en fait, lui, il insistait encore, encore, encore. Et je savais que si je disais pas oui, eh ben, j'allais pas dormir. Ou je savais que si je disais pas oui, il allait m'insulter, ou il allait dire que je le trompe, etc. Donc, finalement, je finissais par dire OK, et après, j'étais tranquille. D'accord? Donc, en fait, c'est pas du consentement, c'est du consentement, enfin, c'est sous contrainte, là, pour le coup, et ça rentre dans la case du viol. Alors, euh, très souvent, les violences conjugales, les gens ont à peu près tous la même réaction, qui est de dire, eh ben, si elle souffre, pourquoi elle parte pas? Ou alors, pourquoi elle y retourne? Voilà. Alors, les allers-retours des victimes, ou le fait que la victime ne réussisse pas à partir, en fait, euh, c'est un rapport avec ce qu'on appelle le cycle des violences. Le cycle des violences, en fait, c'est par là que va s'installer l'emprise psychologique. Alors l'emprise, c'est une forme de manipulation mentale qui est bien rodée, puisque ça fait, je pense, des siècles que ça existe. Et du coup, ça va avoir pour effet donc d'alterner entre des moments de violence, des moments de transfert de culpabilité, des phases de séduction narcissique, et ça permet d'installer le doute dans la tête de la victime qui peut aller jusqu'à lui faire perdre la tête complètement. Ça veut dire que j'ai des personnes qui me disaient, mais peut-être que je suis folle, en fait. Alors, ce cycle, il se présente comme ça. Donc, il est en 4 phases. Il y a la tension, la crise, c'est le moment où il y a le passage à l'acte violent, la justification, qui est le transfert de culpabilité, et la fameuse lune de miel dont tu as peut-être déjà entendu parler. Alors, l'attention. Donc, l'attention, c'est la première étape. L'auteur, il va montrer qu'il n'est pas de bonne humeur. Il va commencer à mettre des coups de pression, et sa victime, elle se dit, ouh là là, il faut que je fasse attention, parce que j'ai pas envie que ça pète. La victime, elle va pouvoir faire tout ce qu'elle peut. Alors, j'ai pas dit tout ce qu'elle veut, j'ai dit tout ce qu'elle peut. Si l'auteur a décidé que ça partira en crise, alors ça partira en crise. Quand ça part en crise, c'est la deuxième étape. Donc, la crise, c'est le passage à l'acte de violence, donc physique, psychologique, sexuelle, verbale. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe? La victime, elle peut avoir honte de ce qui s'est passé, elle peut aussi avoir peur des représailles, et donc, soit elle en parle pas du tout et à personne, soit elle raconte pas tout. Au lieu de dire hier je me suis pris une gifle, ou hier je me suis fait insulter ou menacer, elle va simplement dire oh, hier on s'est un peu pris la tête. Mais c'est tout. Ensuite, l'auteur va lui dire que c'est de sa faute. Pas forcément. Si tu penses que tu as fait quelque chose de mal, tu ne vas pas t'en rendre. Donc, il va lui dire mais c'est de ta faute, tu me cherches, tu me pousses à bout, t'es folle aussi. Euh, et donc, la victime va penser, enfin, en tout cas, l'auteur va essayer de faire penser à la victime que tout est de sa faute. Et là, c'est très important, c'est une étape qui est très importante. Soit la victime se dit bon, bah, ok, par exemple, la prochaine fois, je ne lui demanderai pas d'aller chercher du pain, comme ça, il ne s'énervera pas, et donc, je ne pourrai plus insulter ou je ne me ferai plus frapper. Quand elle pense comme ça, la victime, elle remonte sur la première étape du cycle. Ou alors, elle se dit, et puis quoi encore, il n'a pas à me parler comme ça, ou il n'a pas à me frapper, je ne suis pas d'accord. Et quand elle pense comme ça, la victime, elle sort du cycle. Le problème pour l'auteur, c'est que quand elle sort du cycle, elle risque de parler à ses amis, à sa famille, aux forces de l'ordre, à ses travailleurs sociaux, à son kiné. Et le problème, c'est qu'on va lui dire que c'est une victime et que son mari ou son conjoint ou sa femme n'avait pas le droit de lui faire subir ce qui lui a fait subir. Et donc, pour amener la victime dans le cycle, pour qu'elle continue de se taire et de rester avec lui, l'auteur va mettre en place la dernière étape du cycle, qui est la lune de miel. Donc la lune de miel, c'est tout ce que la victime a envie de voir et d'entendre. Alors, il y a le fameux je t'aime, je suis désolée, je ne recommencerai plus. Mais pour des gens qui ont un peu plus de difficultés à exprimer leurs émotions, ça peut être quelqu'un qui fait jamais le ménage à la maison, ben là bizarrement il a passé l'aspirateur, quelqu'un qui s'occupe jamais des enfants, mais là bizarrement il est en train de jouer avec eux. Voilà. En fait, l'auteur va faire comprendre à sa victime qu'il a compris et qu'il va changer. Donc soit il lui verbalise, soit il lui montre. Et puis, il y a aussi les cadeaux, les invitations au restaurant, etc., pour repartir sur de bonnes bases. Sauf qu'en fait, c'est du vent. Alors,
dans le cadre des accompagnements que j'ai pu faire avec les victimes, je me suis rendu compte que très souvent, une victime pouvait avoir eu dans sa vie plusieurs auteurs. Alors, on s'est un peu interrogé, on s'est dit, mais comment ça se fait? Si elle l'a déjà vécu une fois, pourquoi est-ce que elle continue d'avoir des auteurs comme ça dans sa vie? Alors, euh, il n'existe pas de gène de la victime ou du gène de l'auteur. Ça n'existe pas, évidemment. Mais quand on est petit, on a ce qu'on appelle les repères d'identification. Les repères d'identification, c'est papa et maman ou l'image de papa et maman. Si papa s'est remarié, maman s'est remariée. Bah. Pour un enfant, tout ce que font papa et maman, c'est normal. C'est sa norme, en tout cas. Donc, si papa a demandé à maman d'aller faire des courses et d'acheter du fromage parce qu'il adore le fromage, et que maman a oublié, et que le soir à table, il demande du fromage et qu'il n'y en a pas, et que maman lui dit ah ben j'ai oublié, si papa se lève, colle une gifle à maman et l'insulte, ben, c'est pas grave puisque maman avait oublié, donc c'est de sa faute. Donc l'enfant, il va normaliser l'acte de violence et il va commencer à se construire sa vie et ce que moi j'ai appelé le thermomètre des violences. Alors, le thermomètre des violences, il se présente comme ça, en tout cas dans ma tête. Euh, donc, en vert, à 0, c'est quelqu'un qui n'a jamais été exposé à des violences quand il était petit. Donc, une personne, à partir du moment où il va rencontrer une personne qui va commencer à montrer des signes de violence, vu que lui, il a un seuil à 0, il y a une alarme qui va s'allumer tout de suite et il va tout de suite identifier de la violence et il va mettre fin à la relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Faut savoir aussi qu'on a tous, alors qu'on ait un thermomètre à 100 ou qu'on ait un thermomètre à 0, on a tous dans nos vies des contacts avec des gens violents. Parce qu'on fait du sport, parce qu'on travaille, parce qu'on va à des soirées, on sort, etc. Donc on est tous en contact avec des gens violents. La seule différence entre ceux qui vont lier une relation avec ces personnes-là et des personnes qui ne vont pas aller vers ces personnes-là, en fait, c'est par rapport à ce qu'elles ont connu quand elles étaient petites et donc à ce thermomètre des violences. Donc, quelqu'un qui n'a jamais été exposé à des violences, lorsqu'il va être en contact avec un auteur, tout de suite, il y a une alarme qui s'allume et c'est terminé. Quelqu'un qui a été exposé à des violences psychologiques quand il était petit, donc les violences psychologiques, c'est se moquer, rabaisser, humilier. Donc cette personne-là, en fait, vu qu'elle a normalisé la violence psychologique, quand elle va être en contact avec un auteur de violence et qu'il va commencer à lui montrer des signes de violence psychologique, la personne ne va pas le voir. Elle ne va pas réussir à identifier ça comme quelque chose de dangereux. Son alarme ne va pas s'allumer. Ça sera pénible, ça ne sera pas agréable, mais ce ne sera pas suffisamment grave pour partir ou pour le dénoncer. Et malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, les violences, elles montent petit à petit, et donc le thermomètre aussi. Et donc, plus on a été exposé à des violences, plus on peut mettre du temps à identifier la violence et à initier quelque chose, donc un départ ou à signaler ce qu'on est en train de vivre. Ça, c'est ce que je viens de te raconter. Donc, heureusement, il existe plusieurs types d'accompagnement possibles pour faire baisser ce thermomètre des violences. C'est pas parce qu'on a vécu, c'est pas parce qu'on a été exposé à des violences quand on était petit que c'est la fin du monde, qu'on s'en sortira jamais et qu'on continuera à accumuler les conjoints violents. Il y a des accompagnements, ce qu'on appelle des accompagnements psychosociaux, qui sont spécifiques à ça et qui permettent d'aider la victime à faire baisser son thermomètre des violences, à l'amener au plus près de 0 pour que la prochaine fois qu'elle rencontre quelqu'un qui montre des signes de violence, elle réussisse à les identifier et à se mettre à distance de cette personne-là. D'accord? Alors, par rapport à ça, il y a plusieurs modes de rupture. Alors, quand on a un thermomètre à 0, le mode de rupture, on appelle ça le mode de rupture rapide. Ça veut dire un acte posé, un départ. Et c'est terminé, on n'entend plus jamais parler de l'auteur parce qu'on n'en veut plus. D'accord? Après, il y a la rupture évolutive où la victime, elle va essayer elle va faire des tests. Pour prendre l'exemple de tout à l'heure, j'aurais peut-être pas dû lui demander d'aller faire des courses. Donc, je vais essayer ça. La prochaine fois, je lui demanderai pas. Donc, je vais rester, je vais attendre, et puis je vais voir que même quand je lui demande pas d'aller faire des courses, il y a encore une raison pour qu'il me frappe ou qu'il m'insulte. Et en fait, elle va faire quelques allers-retours comme ça, jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive qu'effectivement, il n'y a rien à faire.
Et voilà, donc là, tu sais tout. Ok, bon, merci beaucoup Linda, c'est hyper intéressant. Je trouve cette notion, bah, tu peux arrêter le partage d'écran si tu veux. Cette notion de thermomètre des violences, c'est hyper, hyper intéressant. Et j'ai une question qui me vient comme ça spontanément. Est-ce qu'il y a des traits familiaux, c'est-à-dire les gens qui ont grandi dans des environnements violents, vont-ils être généralement violents eux aussi? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont prendre le truc inverse, enfin Ouais. le truc inverse? Il n'y a pas de, il y a pas de vérité absolue. Ouais, Après, c'est simplement que quand tu vis dans un contexte de violence et que tu as l'habitude de quelque chose, ouais, bah, ça devient plus violent. Et en fait, moi, l'exemple que, alors, parce que du coup, dans le cadre de mes missions, je fais aussi des sensibilisations aux forces de l'ordre, donc par ok, rapport aux violences intrafamiliales, puisque maintenant, les forces de l'ordre sont formées à ça, donc ils ok. sont formés à recevoir les victimes de violences intrafamiliales. Et au départ, je parlais de la fessée. Donc la fessée, toutes les personnes qui sont nées dans les années 70, 80, 90, la fessée, c'était éducatif. D'accord. Et puis il y avait même des gens qui disaient heureusement que j'ai eu des fessées, parce que sinon j'aurais vraiment très mal tourné. D'accord. Mais finalement, la fessée, c'est quoi si c'est pas un acte de violence physique? Mm. Tu vois. Et Ouais, en fait, c'est le fait d'avoir été exposé à une violence qu'on a normalisée, ouais, qu'on t'a expliqué que c'était éducatif. Alors, ouais, le petit garçon que t'es, eh ben, il a dit, ok, c'est éducatif, j'ai fait une bêtise, je suis puni, j'ai une fessée, ok, c'est normal. ouais, Tu vois. Et ouais, donc, dans ta tête, tu l'estampilles pas violence. ouais. Donc, quand toi, tu te retrouves à être papa, puisque c'est pas de la violence, c'est éducatif. Donc, Mm. tu te dis, ah bah, mes enfants font des bêtises, boum, fessée. C'est pas violent, c'est éducatif. Ouais, Tu vois. ouais, Et ben, c'est clairement. un peu ça, quoi. Ouais, hyper intéressant. Et justement, des fois, enfin, je sais pas, mais dans ce qu'on entend, des fois, quand il y a des plaintes qui sont remontées comme ça, parfois elles sont un petit peu négligées ou un petit peu pas pris en considération. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui évolue? Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est Tu quelque parles chose des plaintes en commissariat et gendarmerie? Ouais, par Ouais. exemple, ouais, des fois, j'ai cru comprendre que, voilà, des fois, c'était un petit peu négligé, des échos que j'ai eus, ou en tout cas, tu sais, des plaintes pour viol qu'on entend, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que Alors, c'est un sujet touchy, hein, mais... ouais, non, mais ça me va bien. Euh, alors, moi, ce qui m'a beaucoup gênée au moment de Balance ton port, tu Ouais, sais, ouais. euh, à la radio, les médias, tout le monde était là à dire n'allez surtout pas en force de l'ordre, vous allez être accueillis comme des auteurs, etc. En gros, ils n'acceptent pas de prendre des plaintes, ils vous parlent super mal, etc., Mm, etc. Euh, Par contre, on ne parle pas de tout ce qui a été mis en place pour mm, former et sensibiliser les forces de l'ordre à l'accueil de ces victimes-là. Parce qu'il clairement. faut savoir que quand on est un policier ou quand on est un gendarme, on ne fait pas que ça. Ouais, D'accord. Et le temps de formation à l'école de police ou à l'école de gendarmerie, finalement, alors là, ça a peut-être un peu changé, et encore que ce n'est pas non plus un module incroyablement mm, long et complet, mhm. mais il y avait très peu de formation là-dessus. Euh, alors, ça doit faire une vingtaine d'années que on a mis en place donc les postes d'intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie. Et- C'est ce que j'ai le poste donc, que c'est ce que j'occupe tu disais, maintenant. ouais. Ouais, ouais. Voilà, qui ont permis en fait d'avoir un intermédiaire entre la victime et les forces de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, il y a des victimes qui sont tellement choquées par ce qu'elles ont vécu qu'elles Ouais, n'arrivent pas à parler. bien sûr. Il y a des victimes qui sont très sensibles à l'uniforme. Ça veut dire que dès qu'elles voient un policier habillé en policier ou un gendarme habillé en gendarme, eh ben, elles se bloquent ou elles n'arrivent pas. Ou c'est aussi, c'est compliqué aussi de raconter ce qui a pu faire traumatisme aussi, parce qu'il y a des personnes qui vivent des traumatismes à travers les violences qu'elles subissent, et c'est pas facile. Et donc, on a mis en place ces postes-là pour former et sensibiliser les forces de l'ordre déjà, Mhm, et pour faire lien avec les deux. Ça veut mhm. dire que, alors, sur des temps formels ou informels, avec mes collègues, du coup, on a pu discuter de ce qu'on vient de voir là, le cycle des violences, parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Bien On sûr. a pu parler du thermomètre des violences. On Mm, a pu, parce que, en gros, eux, souvent, ce qu'ils me disaient, c'était que euh, ils allaient passer. Il faut savoir qu'une audition pour une plainte de violence conjugale, ça dure 3 heures. C'est très long. Parce qu'il faut
réussir, dans le cadre de l'audition, à matérialiser le délit. Ouais. Tu comprends? Ah Et ouais, donc, eux, ils passaient 3 heures avec la victime et la victime, le lendemain, elle revenait en disant je veux retirer ma plainte parce que l'auteur à la maison lui avait fait le coup de je t'aime, je suis désolée, je recommencerai plus. Donc, ouais. elle retournait en commissariat ou en gendarmerie pour retirer sa plainte. Et donc, pour eux, c'était compliqué parce qu'ils disaient mais mince, j'ai mis du temps, j'ai tout donné, je peux pas plus. Et elle veut retirer sa plainte. Tu vois. Et en fait, c'est le fait d'en discuter, le fait de parler du cycle des violences, qui comprennent qu'en fait, c'était pas contre eux, mais que c'est simplement que l'auteur, il a plus de poids, évidemment, qu'un policier. Euh, et donc, le fait de mieux comprendre, le fait d'être formé, Ouais. a permis aux forces de l'ordre de changer complètement leur façon d'accueillir, leur façon de présenter les choses. Moi, en 7 ans, j'ai vu une évolution dingue. Ça veut dire que je suis arrivée en 2016, ouais, je suis arrivée en 2016 et j'arrivais à entendre si elle y retourne, c'est qu'elle aime ça. Et quand je suis, et oui, mais quand tu Ouais. sais pas, c'est facile, enfin, c'est difficile à comprendre les Ouais. violences conjugales. La notion d'emprise est. Exactement, c'est très compliqué à comprendre. Mm. Et quand je suis partie, j'avais des collègues de brigade, donc c'est les polices secours par exemple, qui ne font pas du tout d'accompagnement de ces victimes-là, mais c'est les primo-intervenants quand on le fait en appel 17. Tu Ouais. vois et des collègues qui me disaient, je lui ai expliqué le cycle des violences. Ouais. C'est génial, Ouais, tu ouais. vois. C'est pas Ouais, quelque chose qui se attention, ouais. faisait. Bien sûr. Et en fait, grâce aux formations qu'ils ont eux aussi en interne, parce que en 2020, je crois, toutes les forces de l'ordre ont eu des modules spécifiques violence conjugale et intrafamiliale, conjugale sûre, intrafamiliale, puis un autre. Donc, ils ont des formations en interne et le fait d'avoir un travailleur social avec eux sur le quotidien, on va dire, Bien ça sûr. permet aussi de mieux accueillir. Bien Donc, en sûr. fait, moi, ce qui m'a gêné dans Balance ton port, c'est que c'est très facile de dire les policiers et les gendarmes Ouais. sont méchants, ils vont mal vous accueillir. Sauf qu'en fait, je me demande simplement quel est l'objectif. Parce Ouais, que si ouais. moi je suis une victime et que j'entends ça, ça va pas du tout m'encourager à aller déposer plainte et donc à me protéger. C'est Tu vois. clair. Au Ouais, ouais. contraire, je vais me dire, ah bah mince, la dame à la radio, elle a dit que les policiers allaient mal m'accueillir, que j'allais être super mal reçue. Oh ben j'y vais pas, Ouais, ouais, clairement. tu Non, non, vois. c'est sûr. Et puis lui va revenir, je t'aime, je suis désolée, et je vais repartir encore sur un nouveau tour de mon Ouais. cycle. Non, non, clairement. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Linda. En tout cas, c'était hyper intéressant. Donc, cette première partie sur les violences, là, notamment le cycle, le thermomètre et puis les définitions, c'est très clair, à la fois psychologique, physique, sexuel. Merci beaucoup pour ça. Et puis, donc, on vous dit à toutes et à tous à très vite dans la deuxième partie qui va vraiment vous donner les solutions pour savoir quoi faire face à des violences. Merci beaucoup, Linda, et à très vite. Merci. Au revoir. OK, good. Bon,